Cette émission vous est présentée par Decathlon. Comment comparer les époques? C'est lundi. C'est lundi, Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Dis donc, on est dans un autre setup Oh. pour un lundi. On n'est pas dans le setup habituel du lundi là. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'installe tranquillou bilou, comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va bien, comme un lundi quoi. Le week-end est enfin derrière. Eh oui, vous étiez nombreux à être avec nous justement ce jeudi pour la trade deadline. Vous avez suivi plein de grosses questions les lundis. Nous ne sommes pas dans les poufs, on est dans le studio que vous connaissez de plus en Studio plus. qui sert plus au live, à les cafés, à la deadline récemment, à l'addition. À l'addition, à tout ce que vous connaissez déjà bien évidemment. Mais on voulait aussi tester une grosse question dans ce setup parce que vous avez été nombreux à suivre évidemment les grosses questions depuis le début de la saison. Et pour ceux qui connaissent évidemment la chaîne, on a la possibilité de pouvoir mettre plein d'onglets là en live. Et donc on voulait voir ce que ça pouvait donner un petit peu comme setup, d'avoir Pour une tous les grosse liens. question, de montrer des trucs et tout. Surtout là sur le sujet du jour. Il y a 2-3 trucs à montrer. Ah, il y a 2-3 choses qu'on va pouvoir discuter. Donc on vous laisse bien vous poser. Nous sommes le lundi, c'est évidemment le jour préféré de votre joueur préféré. Comme d'hab, on va respecter les grands classiques. Sur la grosse question, Alex, toutes les semaines, on se retrouve le lundi pour se poser une grosse question. On en a fait plein depuis le début de saison. On a parlé de tellement de choses, d'arbitrage. De spacing. L'arbitrage revient très vite. Souvent. Ouais, l'arbitrage revient assez vite, j'avoue. Bien sûr, spacing. Parce qu'on avait proposé des choses pour l'arbitrage qui, parfois, quand je regarde des matchs, je me dis, ça serait pas mal de les mettre en La place. suggestion était assez bonne, bien J'avoue. sûr. J'avoue. Ça fait 10 ans que t'arbitres, tu te casses. Ouais, tu te casses. C'est T'es terminé. suspendu. Voilà. Tu m'écoutes, Ken? T'as pas Pardon. été bon. Ah bah Ken Maurer, bien sûr. Et tous les copains Scott Foster évidemment qui nous regardent avec grand plaisir. Vous les avez vus les grosses questions évidemment. Merci aux copains et copines qui envoient des commentaires. N'hésitez pas à balancer vos suggestions. On a parlé de main chaude. On a parlé évidemment de type d'attaque, de type de défense. Et aujourd'hui, on va essayer de comparer les époques. Ou est-ce qu'on peut comparer les époques? On peut, pour moi. Mais on va en parler, effectivement. On va en parler, évidemment. Donc on vous laisse vous installer. Comme d'habitude, on aura le petit triptyque que vous connaissez. D'abord en commençant par un début de définition, un petit peu pour poser le setup. Contexte, ensuite. Contexte, très hâte de poser Et le contexte. tentative de réponse. Contexte sponsorisé par les plombiers et les firemen. pompiers. Les Ouais. pompiers et les plombiers. et les plombiers. On va essayer de ne pas se marcher sur les pattes, mais c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses à devoir définir. Si vous avez les références, c'est que vous avez bien suivi l'actualité. Et ensuite, grosse tentative donc de réponse. Parce que oui, depuis très longtemps, Alex, on s'amuse notamment à comparer les époques. Et Ouais. c'est vrai que c'est un sujet que tu m'avais proposé qui est assez stylé, je trouve. Bah écoute, c'est un sujet qui revient tout le temps. Ouais. Donc c'est bien d'en faire une grosse question, d'essayer de se poser dessus, d'essayer de voir où ça nous mène. Moi je suis curieux de voir aussi les avis des gens. Bien sûr. Qui en pensent quoi? Il y en a sûrement qui vont dire non, il y a une erreur dans l'énoncé, on peut pas comparer, On ne peut pas. faut pas. Ouais. Peut-être qu'il ne faut pas, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont nous dire bah non désolé en fait c'est comme ça les joueurs des Peut-on, années actuelles. faut-il, comment, pourquoi? C'est Voilà. en classique, Méso et donc Ornicard. Et donc comme d'habitude, vous le savez, on va pouvoir commencer l'émission avec deux petits classiques. La première évidemment le point sponsor et ensuite qu'est-ce qu'on mange. Vous le voyez non seulement en termes de chaussures mais aussi en termes de portage de hoodie. Alex, Spurs. un lundi, c'est Spurs avec Boy. Decathlon. Voilà. À la Spurs Nation là aujourd'hui là. On peut Voilà. comparer les époques avec les Ouais. Spurs. Ah ouais, avec les Spurs, ouais, ils jouent tout le temps pareil. Non, je déconne. Ah. Non, je déconne en plus. Oui, Decathlon, marque française que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, qui a un partenariat avec la NBA et qui, de ce fait, peut faire des jolis produits, notamment des chaussures comme celles que vous voyez à l'écran, donc à l'effigie des Spurs. Il y a aussi des choses à l'effigie du Heat, des Knicks, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Celtics, il y a les Lakers. Tout Je à crois fait. qu'il y a du Nets aussi, il y a peut-être du Bucks encore, il y a du Bulls. Ouais. Donc des chaussures, des suites comme celui que porte Bastien Tout au à côté fait. lifestyle, des fûtes de jogging aussi. Vous savez même celui en classique que vous m'avez t'as vu celui-là porter avec plusieurs fois, The évidemment. Logo NBA. Tout à fait. Et puis il y a aussi des trois quarts pour mettre sous les shorts, des manchons pour les shooters à la mélo. À la mélo. Hein. À la mélo. Non, mais, Là, plus loin, mélo. Voilà, là, plus loin, mélo. Ou à la JJ Redick. Oui, ou à la JJ Redick, tout à fait. Il avait un petit machin, je crois pas, JJ Il n'avait Redick. pas de manchon. Non, parce mais, qu'il a un bras tout tatoué et l'autre qui shoot. Mais on reparlera Je peut-être crois. de Monsieur Jean-Jacques dans cette émission. Bien sûr, évidemment. on va parler de Jean-Jacques. Vous n'hésitez pas à aller dans la Descro, classique de chez Classique évidemment, la collection lifestyle de Decathlon avec toutes les chaussures aussi de performance comme Alex l'a bien dit. C'est dans la Descro, n'hésitez pas à aller checker. Qu'est-ce qu'on mange? Nous sommes le lundi, on démarre bien la semaine. oui, qu'est-ce Peut-être qu'on qu'on mange change de studio, mais par contre, on continue à manger. Qu'est-ce qu'on mange, Alex? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois, mais bon, pour une fois,
on va partir sur un plat qui change un peu. Hein. Ah. On va se faire un petit riz cantonais. Oh, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le riz cantonais ? Des petits pois, des œufs, du riz. Un peu de jambon, mais quoi dedans ? Ou du poulet ? Un petit peu de... Ouais, moi j'ai tendance à mettre du jambon. Ouais, mais le poulet ça peut marcher, mais plus jambon quand même. Très bien. Voilà, un riz cantonais, claque les petites baguettes. Clac, 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 clac. Classique. Baguette, team baguette. Hein. On fait team ça. baguette, Ah bah oui. oui, bien sûr, pas à la fourchette et la cuillère. Bah, enfin, tu peux, hein, pourquoi pas, mais moi je suis team baguette, je trouve ça assez pratique les baguettes en fait pour manger. Il faut un peu de technique, mais bon, c'est vrai que ça passera très bien. Sauté de veau à la Corse pour Bibi, le grand classique évidemment. Les copains sont passés ce week-end, on leur a fait un sauté de veau à la Corse et donc il y a des restes. C'est quoi, c'est avec des olives et tout ? Non. C'est olives, sauté de veau avec du concentré de tomate, tu déglaces avec du vin blanc, tu fais cuire tout ça dans une cocotte. Je te présente pas les cocottes, Alex Non. sait très bien utiliser les cocottes évidemment. Et tu fais ça avec des pâtes fraîches, c'est excellent. Avec évidemment un bouquet garni. Léonce qui nous voit évidemment, il le sait, il y aura aussi à manger. On reprendra évidemment les petits plats de Léonce, mais je sens que ça part sur un brunch, Léonce. Je sais pas, Ouais, le dimanche, le lundi, ouais, il aime bien. Ouais. Le grand classique. Ouais, c'est les restes du dimanche qui se fait le lundi. Il se refait un brunch. Ça, c'est la prod du MVP évidemment par Léonce. Double brunch. On va pouvoir se poser donc devant cette grosse question par rapport aux époques. Et donc, comme vous l'avez vu dans l'intitulé, on se le dit, comment comparer les époques ? Est-ce qu'on commencerait pas par une tentative un peu de définition ? Ouais, vas-y. Mon cher Léonce, tu as pu mettre le petit bandeau. On peut définir, ou en gros, comment est-ce qu'on peut définir ? Parce qu'il n'y a pas de terme là vraiment à expliquer. D'habitude, on définit les mots dans la question. Bon, là, évidemment, si vous ne savez pas ce que veut dire comparer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour ça cette va être émission. Un lundi nul. Non, là, l'idée, c'est plus de se dire, ça change un peu. Au-delà de faire une définition, c'est plus qu'on a une grosse question où nous, ici, Bastien et moi, on part d'un postulat qui est oui, on peut comparer les époques. Disons les choses tout de suite. Moi, j'irais même plus loin. Après, c'est plus personnel. Tu me diras ce que t'en penses. On doit. Ah, il faut. Hein, voilà. Mais ça, voilà, chacun son truc. Mais pour moi, oui, on peut. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est toujours d'une pertinence ultime. Ça va être un peu le sujet de cette émission. Comment on peut faire. Donc voilà, d'où le titre. Pour moi, oui, on peut. Pour Bastien aussi, on peut. Comment on s'y prend pour que ça soit pertinent, utile, marrant aussi, c'est bien. Bien sûr. Et puis surtout, parce que a-t-on vraiment le choix ? En fait, est-ce qu'on peut juger du sport tout le temps en ne comparant que des types ou des femmes de la même époque, plus ou moins ? Je pense pas. Je pense que c'est intéressant, justement, ça permet de noter les évolutions et tout. Bien sûr. Alors, effectivement, donc postulat, oui, on peut comparer les époques. Grosse question, comment ? Exactement. Je suis d'accord avec toi sur la petite nuance que tu as ajoutée, là, les petites herbes que tu as mis à la fin. Il faut, on doit, hein, parce que c'est très important. D'ailleurs, vous le voyez sur cette chaîne, soit vous débarquez, vous ne savez pas, soit vous êtes là depuis très longtemps et vous le voyez à travers les top 10, les top 100 all-time, les machins, les trucs. Disons que nous, c'est vrai que si on était là, genre, non, on Ah peut bah pas comparer là, les époques, les mecs c'est vrai que les mecs, ils ont fait 800 top 10 et un top 100. Ça serait pas très logique. Un peu contradictoire les types. Oui, c'est bien. ça serait pas très logique. Non, moi je suis d'accord avec toi, on est sur le vraiment il faut. Et d'ailleurs, juste pour préciser un petit peu l'intitulé, parce que c'est très très large, tu as eu raison de mentionner à la fois les garçons et les filles. C'est important aussi de dire que souvent on a un prisme NBA, mais c'est le basket d'une manière globale, parce que nous on est très très NBA d'une manière générale et on suit beaucoup équipe de France et les compétitions internationales, mais le basket et les époques, on en a connu plein, que ce soit sur le sol américain, le sol canadien ou même le sol français ou ailleurs. Donc c'est vraiment une comparaison globale. Non, c'est comparaison globale. Même, tu sais quoi, tu peux même sortir du contexte juste du basket. Oui. Ça peut être une question qui soit valable pour plein d'autres sports. Ah bah oui. Parce que le basket n'est pas le seul sport qui a des évolutions et qui donc rend plus compliqué la comparaison des époques. Je suis bien d'accord. Moi, voilà. par exemple, j'ai pas été aussi calé que toi ou que plein d'autres gens sur le football, mais je sais que lorsque je posais des questions sur comment est-ce que tu fais pour mettre un Pelé dans la même discussion que t'as des gens qui vont Messi, dire des Ronaldo, mais Pelé, nanana, ils jouent contre des plombiers. Limite, si t'écoutes des gens, voilà, si t'écoutes des gens, Pelé aujourd'hui, il tiendrait pas sur un terrain. Je sens que cette phrase, on va y revenir parce qu'il y a eu beaucoup de ça et ça c'est bien sûr doucement, mais c'est aussi l'époque des réseaux sociaux et ça on en parlera après dans le contexte. Mais oui, important de définir qu'on est sur une comparaison globale, donc avis aussi demandé de votre part que ce soit fan de NBA, de basket ou même d'autres sports, on aime bien faire du pluridisciplinaire. Donc c'est la base des bases. D'autres choses sur la définition ? Non, je pense qu'on est bien, on a notre postulat et on va pouvoir travailler à partir de là. Exactement, et on a choisi un très joli et spécifique contexte, on va en parler
Tout de suite, le gros contexte. Alex, quand tu préparais notamment cette émission et qu'on en discutait un petit peu, il y a un espèce de symbole de ce débat qui est arrivé il y a quelques mois, quelques années, notamment sur les antennes américaines. C'est le cas de JJ Redick. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, JJ Redick, un jour sur un plateau télé, il était avec Stephen A. Smith et un autre, Tout à fait. un autre chroniqueur dont j'ai plus le nom. Oui. Ils étaient en train de faire un débat bien tout en analyse fine. Et ça parlait de Bob Cousy. Et JJ Redick a taclé Bob Cousy en mode il peut même pas dribbler main gauche, il a eu bien de la chance parce qu'il était défendu. En gros la phrase c'est, tu l'as à l'écran, je suis bête. Voilà, was being guarded by plumbers and firemen. Donc il était défendu par des plombiers et des pompiers. Sous-entendu, des types dont le basket n'était pas forcément le métier. Et donc bah oui, évidemment, c'était facile, il n'avait pas besoin, il pouvait dribbler que main droite et tout. Phrase un peu trash, phrase polémique. JJ Redick, il est aussi là pour ça, surtout dans l'émission dans laquelle il était. Oui, voilà. Et donc, le propos de JJ Redick, c'était de dire qu'en gros, les mecs sont tellement plus forts aujourd'hui, genre on se rend pas compte. Et il y avait un petit côté pour JJ Redick, genre les role-players d'aujourd'hui, ce seraient des superstars dans les années 60. Tout à fait. Je schématise un peu, mais il y a vraiment de ça. Complètement. Et même, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, qui est très vrai, c'était le côté ne mettez même pas des Donovan Mitchell ou des Damian Lillard à côté de Bob Cousy parce qu'ils les fument. Oui, merci de et de fond 4, l'évolution du sport est géniale, mais attention. Parce que moi je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pas du tout d'accord non plus avec JJ Redick, mais ça a créé en fait une espèce de symbole, d'autant plus, et je sais pas ce que tu en penses, que autant Stephen A. Smith par exemple, ou je vais me permettre de nous mettre dans une catégorie un peu pas similaire, mais on est parfois des troubadours du basket, on n'est pas des anciens joueurs professionnels, on s'occupe de faire de la vulgarisation. Ouais. Là ce qui était assez étonnant je trouve, c'est que c'est un ancien joueur de basket professionnel qui fait ça. Pourtant, tu as une espèce de code et de fratrie de joueurs NBA. Ouais. Moi, ça m'a un peu étonné. Je sais pas, parce qu'on est assez... Moi, finalement, je suis assez habitué à ça. C'est-à-dire que tu as des joueurs actuels, ou presque actuels, JJ Redick, ça fait quand même pas longtemps qu'il est à la retraite, qui vont te critiquer les époques d'il y a 30, 40, 50 ans, les époques avant l'ère moderne. Tout à fait. L'ère moderne commence grosso modo avec David Stern, on va dire. Et donc, au passage, l'ère moderne, elle a déjà 40 ans dans la bouche. Donc entre les mecs des années 80 et les mecs d'aujourd'hui, pardon, il y a des sacrées différences aussi. Mais tu as aussi des anciens qui, eux, quand il y a un record qui est battu, viennent faire les aigris en mode... je me rappellerai toujours de George Gervin qui avait critiqué le record de Klay Thompson de 37 points en un quart temps, donc qui a été pris à George Gervin, qui avait dit « Ouais, mais moi, j'avais même pas de ligne à 3 points, c'est dégueulasse. C'est un charlatan, Klay Thompson. » Bon, franchement, bien sûr. Ça marche dans les deux sens, je veux dire. Tout à fait. Le côté comparaison des époques marche dans les deux sens. Il y a des types dont les records tiennent toujours, on en a fait même une vidéo, seront probablement jamais égalés, encore moins battus, et ce sont aussi pour des raisons d'époque. Et donc tout ça, ça rentre dans la comparaison des époques, à mon sens. Ah oui. Mais il n'y a pas ici... pour moi, le sujet de la discussion n'est pas de savoir si un record est tellement plus valuable parce qu'il a été fait dans les années 60 ou dans les années 2020. Ce qui est souvent l'interprétation. On va interprétation et à contexte et à évolution du jeu, des règles. Enfin bref, voilà, je sais qu'il y a ma team défenseur de modification des règles, il faut revenir et tout machin, on peut plus défendre et tout. Ma team va être sur cette vidéo évidemment et nous expliquer qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'attaquer. En partie à cause des règles, ce qu'on peut pas tellement... On peut le nuancer, mais on peut pas non plus le contester, tu vois. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a le cas de JJ Redick, on va revenir dessus, mais il y a aussi plus récemment, il y a eu Embiid là, qui enchaînait les matchs à 30 points. Bon, le pauvre, il est blessé. Mais alors, il y a les records de points en un match, mais il y a Embiid, il enchaînait les matchs à 30 points, puis à un moment, les classements commencent à sortir. Oh là là, bah incroyable. Ah, bah il est encore à je sais pas combien de matchs de Wilt. Et là, t'as eu des commentaires du genre bah oui, mais Wilt, les années 60, gna gna gna, les mecs étaient tous les mecs étaient tous petits et tout. J'ai lu des trucs, tu vois, un peu invraisemblables. Genre oui, c'était comme s'ils jouaient avec des enfants. Parfois, les images peuvent donner ce genre d'ambiance. Mais des enfants, Bill Russell, Elgin Baylor, mais bien sûr. Walt Bellamy, mais tout à fait. Nate Thurmond,
c'est des enfants, fallait quand même les bouger. Bien sûr. Tu vois, tout à fait. Will dominait. Bien sûr. Mais il dominait pas Bastien et Alex. Hein. Non, tout à fait. Non mais Et ça aurait été difficile pour Will. bien sûr. Attends, moi au poste, moi tu me mets Mon les gars. mecs des années 60 Mais au poste, tu sais que ça bouge pas. Hein. J'allais le dire à la base. Et je suis pas plombier. Je nous ai mis dans le même. Ah bon je nous ai mis dans le même palier que Stephen A. Smith, mais si les gens savaient ce qu'a donné un workout de Alex avec les Suns, vous seriez très étonnés. Pour remettre le contexte, comme tu le disais bien là, il y a eu un échange, un back and forth vraiment, puisque JJ Redick lui a utilisé sa plateforme télévisée, mais ensuite on a eu de la réponse, notamment de la part de Bob Cousy et de Monsieur Jerry West. Je vous donne tous les éléments parce qu'on allait quand même chercher les citations complètes. Ce qu'a répondu lui Bob Cousy, parce que quand même la phrase de base c'est vraiment JJ Redick qui dit que Bob Cousy était défendu par des plombiers et des pompiers. Et donc la réponse c'était notamment de dire que des gens qui ont moins de talent donc de l'époque actuelle vont toujours essayer de se faire un nom pour eux-mêmes en critiquant totalement la crédibilité d'autres joueurs et en essayant d'avoir cette attention pour essayer justement d'avoir cette crédibilité comme tu le dis. Et donc du coup répondre à quelque chose comme ça, comme je vous le traduis un petit peu on the fly, c'était un petit peu jouer dans leur jeu ce qu'il veut pas faire, Bob Cousy, I won't do that, mais il va continuer à défendre les plombiers et les pompiers de l'époque dont il fait référence. Et je pourrais vous donner quelques noms de pompiers et de plombiers tout à fait sympathiques contre qui j'ai joué, comme par exemple Bill Russell, qui n'était pas trop mauvais, ou Will Chamberlain, est-ce que vous en souvenez, qui n'était pas trop mauvais. Je crois qu'on avait plusieurs pompiers et plombiers qui n'étaient pas tout à fait mauvais à mon époque. Ouais, après il cite, il dit Elgin Baylor, il parle de Jerry West, bien sûr. Il parle de Walt Bellamy, il parle de plein de joueurs, Oscar Robertson, et il finit en disant on devait avoir les meilleurs plombiers et les meilleurs pompiers de la planète à cette époque. Exactement. Avec un peu d'ironie quoi. C'est assez cool comme réponse de la part de Bob Cousy, je trouve. Tout à fait. Et souvent, peut-être que vous l'avez vu dans la NBA moderne, il y a une réponse généralement qui est assez politiquement correcte, et puis ensuite il y a Jerry West. Je connais JJ Redick juste un petit peu, il est très intelligent et tout ça, mais est-ce qu'on peut me dire à quoi sa carrière ressemblait? Boum. Est-ce qu'il a vraiment fait des choses pour déterminer l'issue des matchs? Il a tourné à 12 points de moyenne dans cette ligue. Il y a un moment donné, les chiffres, ça compte. Et du coup, il parle en effet de ce côté. Il faudrait qu'il soit content. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils disent il faudrait qu'il soit content d'avoir pu faire de l'argent. Oui. Aussi grâce à cette production qui a été faite avant, et Jerry West pointe vraiment ce truc du doigt en disant attention mec, il est vénère, mais t'en laisse la citation bien parce sûr, que bien sûr. Il dit un truc intéressant, il dit les joueurs ne sont plus ce qu'ils ont été, bien sûr, et il dit JJ Redick n'était certainement pas défendu par les meilleurs joueurs, par les elite players. Il a raison. Et il ne défendait pas d'ailleurs aussi sur et les lui non players. plus, il ne défendait pas les elite players. Ouais. Et donc, ce qui veut dire par là, Jerry West, c'est qu'effectivement, dans chaque époque, t'as des stars / superstars qui dominent, qui font gagner et tout. Ouais. Et tu as des lieutenants, et tu as des role players. Et en fait, c'est la même chose dans chaque époque. Et en cela, ce que dit JJ Redick n'est pas respectueux ni pour Bob Cousy, ni pour les plombiers et les pompiers, ni pour les joueurs qui jouaient avec Bob Cousy, Elgin Baylor, Bill Russell et compagnie à l'époque, puisqu'en fait, ce que dit JJ Redick, et c'est là où c'est assez intéressant, c'est là où moi je pense qu'on peut comparer les époques et qu'après il y a des points à pondérer et tout mais c'est qu'un role player dans les années 60 avait un peu le même rôle qu'un role player aujourd'hui par exemple, c'est-à-dire qu'en gros t'as des rôles bien précis, donc évidemment les 3&D il n'y en avait pas dans les années 60 parce qu'il n'y avait pas de ligne à 3 points. Ah oui. Par contre le mec, et je suis sûr, il faut regarder et tout, moi j'ai quelques noms en tête, mais t'as des mecs qui étaient là pour défendre mais bien sûr. Le plomb. Mais Pat Riley chez Lakers, ou Dave DeBusschere. Tout à fait. Dave DeBusschere, c'est les années 70. Wes Unseld. Il a 2 titres avec les Knicks. Voilà, qui avaient des rôles bien précis, utilisés comme tels au sein d'un collectif, dans le but de gagner en équipe. Et ça, tout JJ Redick qu'il est, il peut pas le nier. Et donc commencer à dire que Bob Cousy, il a pas le niveau d'un Lillard, c'est pas vraiment le sujet. Oui. Le vrai sujet, ce serait de se dire ok, faisons un classement, un top 10 des meneurs, et voyons qui on met dedans. Bah moi perso, aujourd'hui, j'ai pas Damian Lillard dans mon top 10 des meneurs, et j'ai une kyrielle d'arguments. Et t'auras probablement plus du Bob Cousy d'ailleurs. Voilà. Et un des points qui est assez intéressant là-dedans à regarder, c'est le côté
Pourquoi JJ Redick dit ça? On peut toujours se demander. Donc Jerry West dit que c'est pour se donner de la Bien crédibilité. sûr. Bob Cousy, non, c'est Bob Cousy qui le dit. Jerry West, il le tacle carrément. Pourquoi pas? Mais quel est le fond vraiment de ça? Est-ce que quand tu compares, comment tu fais pour établir un classement? Là, j'ai cité par exemple le top 10 des meneurs, Tout à mais fait. tu peux avoir plein N'importe quel, bien d'autres sûr. top 10, plein d'autres classements possibles et tout. Comment tu fais pour pondérer, mettre un contexte suffisant pour te dire, ok, est-ce que Damian Lillard rentre dans un top 10 all-time des meneurs? Est-ce que Steph Curry est le meilleur meneur de tous les temps? Est-ce que on peut mettre Steph Curry devant, voilà, pour le coup, c'est Magic Johnson, John Isaiah, Stockton, Isaiah Thomas, voilà ce genre de gars, hein, tu vois. Bien sûr. Et à partir de là, pour moi, quand tu fais des classements comme ça qui sont transversaux à travers plusieurs époques, il y a forcément un moment où tu es bien obligé de prendre les mecs qui ont dominé déjà leur génération, Bien sûr. leurs époques à eux. Bien sûr. Ensuite, il faut que tu les compares. Mais déjà, pour moi, il y a un critère numéro 1. Genre, tu peux pas être le meilleur ailier de tous les temps, même si tu as les meilleures lignes de stats. Tu peux pas être le meilleur ailier de tous les temps si tu n'as pas dominé ton époque, déjà, pour commencer. Il faut commencer par là, bien Tu sûr. vois, Bien sûr. c'est la base. Tout à Et fait. ailier, meneur, arrière, c'est valable pour tout. Pivot, mais c'est valable quand on fait les classements de défenseurs, de machin, de trucs. Ça marche dans tous les sens. Bien sûr. Et après, c'est vrai que dans le contexte actuel, comme là t'en parlais, il y a ce jeu évidemment qui est normal, hein, de réseaux sociaux et de montage, parce qu'on n'a jamais eu autant on n'a jamais eu autant de données à notre disposition. Et donc on le voit notamment que la citation là de JJ Redick et son intervention télévisée, ça menait ensuite à des montages hyper, moi je trouve drôles, mais un peu border, en prenant littéralement les pires actions des années 90 en disant bah regardez, en fait Bah oui, Jordan mais ça- il était défendu par des lampadaires entre guillemets, et au moins ça m'intéressait vachement parce que je me disais attends, si chacun commence à vouloir réécrire l'histoire comme il veut, faut faire attention, parce que dans le contexte aussi actuel, attention, on va pouvoir dans 15-20 ans voir des highlights de Jared Dudley, de André Robertson et d'autres gars qu'on pourra citer comme ça, où on va dire non mais Théma, Kevin Durant il scorait sur des mecs, il a été défendu par Podziemski au poste, Voilà. c'était des facteurs. Où les mecs vont débarquer et vont dire pardon, Jarrett Allen, ouais, peut-être qu'il tournait en double-double, mais il savait pas vraiment jouer au basket, il savait pas shooter et tout. Exactement. Hein, tu vois, genre, Exactement. ça marche pas en fait. Il y a une évolution, en fait, dans le contexte, il y a une évolution naturelle à la fois du sport, mais aussi des êtres humains, enfin des athlètes. Ah bah bien sûr. Donc- de l'équipement. Et de l'équipement, de tout, absolument tout. Il en parle d'ailleurs, hein, il le dit, Jerry West, je remets juste la quote Jerry pour West le continuer. dit et Il dit que la victoire, c'est tout ce qui l'intéressait, c'est ce qui le rendait justement très déterminé au quotidien, et il s'améliorait chaque année. On n'avait pas les mêmes facilities, comme il dit, on n'avait pas les mêmes cadres, les mêmes lieux pour s'entraîner et être meilleur, et donc on devait travailler dur chaque été pour subvenir aux besoins de notre famille. JJ devrait être tout à fait honoré de pouvoir avoir autant d'argent et ce qu'il a pu faire pendant sa carrière, et Bob Cousy, contre qui j'ai joué pendant plusieurs années, sera justement respecté. Il va continuer à les défendre. Donc mais ça, l'argent, enfin le salaire des joueurs, pardon, oui. n'est pas une donnée qui modifie pour moi le niveau de jeu. Non mais les Par contre, anciens ça les l'argent- travaille. Oui, mais ça les travaille, ça les rend un peu aigris, mais ça modifie pas les angles de comparaison. En revanche, l'argent au global, lui, peut modifier les angles de comparaison. Ah bah, dans bien ce sûr. sens où... Et d'ailleurs, il y a une vidéo, on la mettra, faudra qu'on y pense, Sébastien, on la mettra en premier commentaire, En une commentaire. vidéo là qu'on a regardé pour Où c'est assez préparer bien cette résumé. émission et tout, c'est assez bien résumé. Et parmi les angles utilisés dans la vidéo, il cite une étude, je me rappelle plus du nom, mais il cite une étude ou des études qui ont été faites et qui démontrent que, en gros, tu prends des athlètes d'aujourd'hui, tu leur mets les chaussures de l'époque, les shorts de l'époque, les maillots de l'époque, tu les mets sur les terrains de l'époque et tout, les performances, notamment athlétiques, vont à peu près se valoir. Ah mais ça peut s'entendre. Ce Ça qui peut s'entendre. tendrait à prouver que l'être humain, l'athlète en lui-même, il y a des évolutions. Moi, je pense qu'il y a surtout une concentration. C'est-à-dire que maintenant, là où il y avait une superstar par équipe, maintenant c'est vrai qu'il y en a parfois 2, des fois 3. Les athlètes sont tous de plus en plus ouf, de mieux en mieux préparés, de mieux en mieux scoutés, de mieux en mieux, je sais pas, nourris, entraînés, tout. soignés, tout ce que tu veux. Ça, c'est aussi l'argent, c'est l'évolution scientifique, mais c'est aussi l'argent qui joue là-dedans. Mais par contre, mettre 70 points dans les années 60-70,
ou dans les années 80-90 ou dans les années actuelles, 2010-2020, le niveau de difficulté, c'est pas forcément prouvé que c'est plus facile aujourd'hui ou dans les années 60 Bien sûr. que dans les années 90. Peut-être que ça l'est. Est-ce que pour autant ça diminue la performance des types qui le font ? C'est ça la chose. C'est le jeu de comparaison qu'on a fait, et là je t'en parlais juste avant qu'on démarre l'émission. C'est notamment un des débats parmi tant d'autres, des gens qui ont dit est-ce que LeBron tiendrait dans telle décennie s'il avait joué à cette époque-là, voilà comment ça se passerait. Et notamment le débat qu'il y avait eu entre la perf de 100 points de Wilt Chamberlain et les 80 points de Kobe Bryant. Dès qu'il y a eu cette performance et les années qui ont suivi, on a toujours eu ce même débat de en fait, quelle est la meilleure performance de tous les temps ? Parce que certains commençaient à discréditer les 100 points de Wilt Chamberlain parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos, il y avait juste un bout de radio. Déjà, tu as les mecs qui ne croient pas. Bon, ça, c'est ensuite, il y a la théorie du complot, ça c'est autre chose. Mais tu avais aussi le jeu de, attention, Kobe a fait ça à telle époque, et c'est là qu'on rentre en effet, et on a pas mal de stats qu'on vous mettra sous les yeux dans une potentielle tentative de grosse réponse, c'est que on a la possibilité maintenant d'avoir des données très bien définies par époque, qui nous permettent de mieux contextualiser. C'est-à-dire que, en tout cas, au niveau statistique, tu as raison. Le problème, c'est qu'il y a des époques où certaines statistiques n'existaient pas. Wilt et Bill Russell, on leur comptait pas les comptes. On leur comptait pas les comptes. Donc aujourd'hui, si tu prends, même pas de pace d'ailleurs, on va voir, mais il y a même pas de. Qui est le contreur le plus prolifique de tous les temps ? T'as ni Bill Russell ni Wilt. Bon. C'est comme ça. C'est le jeu, mais t'es d'accord. Mais c'est ce qui fait que certains disent que c'est un glorified Bam Adebayo et qu'on est là genre calmez-vous un petit peu, quoi, tu vois, sur des Bill Russell. Bill Russell. Bien sûr. Mais c'est ce qui s'est passé là récemment. Quand même. Mais j'ai vu, je sais plus qui c'était, pareil, contexte, j'ai vu, je sais plus si c'était du Matt Barnes, Steven Jackson. J'ai pas envie de dire de conneries, je préfère que les gens me corrigent, mais j'ai vu un ancien joueur dire, mais je crois que c'est Paul George avec Gilbert Arenas qui a dit mais attends, comment est-ce qu'un mec comme Bill Russell pouvait shooter à 40% de réussite à son époque ? Ça, c'est quelque chose, je peux comprendre la question. Et on peut creuser, tout à fait. La question, elle est intéressante. Mais il faut creuser, parce que si la réponse tout de suite, sans creuser, c'est de dire ah mais les mecs ils sont surcotés, en fait ça envoyait des grosses bricasses à droite à gauche. Non, il faut comprendre aussi les règles de l'époque, l'adversité de l'époque. Peut-être qu'il n'était pas très adroit offensivement, c'est tout possible. Et que c'était pas d'ailleurs le truc sur lequel tu travaillais plus d'ailleurs. Non, c'est peut-être pas ça qui l'a fait gagner 11 titres. Ouais. Voilà. Et pour dire à ça aussi, c'est assez intéressant de voir qu'on a tous retenu les Plumbers et les Firemen là, de la citation, le tac de J.J. Redick, mais quand il démarre son argumentaire, il est là un peu common et tout machin. Les mecs jouaient ils ont gagné des titres dans une NBA où il y avait 8 équipes. Il le dit, ça. Et ça, pour le coup, c'est indéniable. C'est indéniable. Et 2, moi, c'est un des arguments qui, dans des classements all-time, me fera toujours un peu pondérer, malheureusement peut-être. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, par exemple, c'est pour ça que des Wilt et des Bill Russell sont un peu éloignés de la conversation du tout GOAT, parce qu'effectivement, pour gagner tes titres collectifs, t'avais quoi ? 2 séries de playoffs ? 2, peut-être 3 maximum. C'était un parcours beaucoup moins fatigant et beaucoup moins. Exactement. C'est beaucoup moins le périple que ça n'est aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Par contre, les mecs qui jouaient 82 matchs, quasiment toutes les saisons, moi, je veux dire, il y a eu des saisons à 80 et tout. Mais enfin, 48 minutes et demie par match. Et voilà. Wilt, je pense que les conditions de déplacement, les conditions d'entraînement, les conditions de soins, et les conditions de, comme je l'ai dit, d'équipement et tout étaient quand même bien inférieures à aujourd'hui. Bien sûr. Donc, oui, seulement 8 équipes, mais attention, dans quel contexte ça se passait ? Et c'est à partir de là où c'est aussi pour ça que je pense que J.J. Redick, lui, ce qu'il dit, c'est de la merde. Désolé. Ah non, mais autant le dire. Naze. Oui, bien sûr. Que la défense de Jerry West, qui commence à parler de J.J. Redick, qui devrait être content d'avoir gagné autant de pognon, je trouve pas ça très passionnant. En revanche, des deux côtés, ça montre bien quelque chose. Ça montre que moi, je suis de ceux qui pensent que J.J. Redick, dans les années 60, il aurait été un role player tout pareil. Mais oui. Tout pareil. Mais bien sûr. Et je suis de ceux qui pensent que Wilt Chamberlain, tu le draftes au moment où Shaq s'est fait drafter ou dans les années 2000 ou quoi, je pense que ça domine fort. Ça domine fort, totalement. Je pense que ça domine fort. Bien sûr. Et je pense que tu prends Kobe Bryant et tu le mets arrière dans les années 70. Je pense qu'il salit des gens aussi et qu'il score. Et Jordan, évidemment, tout je sais pas, LeBron, KD et tout. Donc, mais les uns peuvent pas. Les 100 points, j'allais revenir, pardon. Vas-y. Non, mais je disais dans le sens, je te suis sur le côté, tu prends un tel à telle époque.
il garde le même rôle, il aurait été comme ça parce que c'est aussi comme ça qu'il a grandi, c'est son état d'esprit, c'est qu'est-ce qu'il voulait devenir, etc. Mais c'est là toute la complication aussi du truc, et on en reparlera dans la tentative de réponse, c'est que Kobe ne devient pas Kobe sans avoir vu des tapes de Michael Jordan qui lui-même regardait Julius Erving, qui lui-même regardait d'autres gars, et JJ Redick ne devient pas JJ Redick s'il n'a pas regardé des tapes de Reggie Miller, et avant lui Chuck Person, et avant lui d'autres garçons, et Ray Allen, etc. Donc malheureusement, ce jeu de tu prends un tel et tu mets dans une autre époque, c'est un peu bâtard parce qu'on va essayer de comparer les époques, comme on l'a dit en préambule, mais LeBron n'est pas LeBron sans avoir eu l'immensité de choses qui étaient derrière en cuisine depuis 60 ans NBA, je pense que quand même à l'intégrer dans tous les sens. Je pense que ça a un peu influencé. Mais évidemment, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les 100 points de Wilt ou les 81 points de Kobe. Alors c'est quoi le mieux Il faut bien comprendre que ce qui crée le débat, au-delà du côté complotiste, est-ce que Wilt il a vraiment mis 100 points et tout, ce qui crée le débat, c'est plus que les conditions dans lesquelles ça a été réalisé sont tellement éloignées que forcément c'est difficile de mettre sur un pied d'égalité qui permet de juger les deux perfs. T'en as une qui a été faite en 62 dans une NBA avec une pace de fou furieux et pas de ligne à 3 points. Bon, je sais pas si Wilt aurait beaucoup shooté à 3 points, mais en attendant, il n'y a pas de ligne à 3 points. L'autre, 2006, une des époques de la NBA où ça jouait le plus lentement, parmi, en termes de pace, je veux dire en termes de nombre de possessions par match. C'est ça aussi qui rend la performance de Kobe, qui la ramène au titre d'exploit. Je vous montre juste toute petite parenthèse là, Alex, je montre pendant que tu parles, c'est pour que les gens puissent voir. Ça, c'est les offensive ratings. C'est tout à fait les offensive ratings par décennie. Donc on peut voir notamment que dans ce dont tu parles à l'instant, la décennie 2000, c'est compliqué en termes de pace et de rythme offensif de pouvoir avoir des perfs aussi extraordinaires que celle de Kobe. T'as pas un petit graphique avec les paces là, on avait un truc comme ça là qu'on avait. Là, ça. Pace. Voilà. Ça va donc être très, on voit très bien beau. 2006 c'est où ? Ouais, tu vois 2006 on est on quasiment est vraiment les points mer. les plus bas. Et donc ça rend la perf. Et on voit bien d'ailleurs que en gros dans les années 70 ça jouait nettement plus vite qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le succès de la ABA où on se dit la NBA en a marre d'être un truc trop lent plouc et en fait on a besoin de ce côté hyper rythmé où tu avais des équipes qui mettaient 150 points comme ça. Nettement plus vite qu'aujourd'hui mais sans panier à 3 points. Ce qui explique qu'aujourd'hui ça score plus. Enfin c'est pas la seule explication. Non, mais ça j'oublie pas les règles et tout ça machin mais c'est une explication. Et donc Kobe lui il a mis 81 points dans une des périodes, dans l'ère où ça jouait le plus lentement. C'est ça aussi qui rend son exploit encore plus fou que peut-être les perfs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le coup, les 81 points de Kobe, à mon sens, sont à des années-lumière des mecs qui foutent 70 points aujourd'hui. Pace et comment ça défendait le demi-terrain. Là, Kobe, il a fait ça dans une ère à 90 possessions à peu près par match. Aujourd'hui, on est dans une ère à 100 possessions. Ah, mais c'est pour ça. Donc, tu as 10 possessions d'écart. Mais bien sûr. Énorme. Énorme. Et c'est justement là qu'on va pouvoir le faire dans la tentative de réponse. C'est que quand vous prenez. Ça avec des jumpers en plus. Quand tu fais ça sur la tête de Jalen Rose, quand tu fais ça quand vous prenez un match, une performance, et que vous la prenez à un moment donné, il y a un travail très bon qui a été fait. On a tous les deux consulté l'article, on vous le remettra notamment sur Bruin Sports Analytics, qui est un article hyper intéressant qui justement fait le travail un petit peu détaillé. De pondérer les stats, de mettre du contexte statistique dans la comparaison des époques. Et c'est là que tu peux voir notamment que si on devait faire le jeu, tu prends la grande boîte large, vous prenez une grande boîte large qui s'appelle donc la NBA de 2020, vous prenez la boîte toute petite de Kobe, le match à 80 points, qu'est-ce que ça donnerait si on élargissait un peu statistiquement une perf? C'est quoi? C'est 102 points, 110 points. C'est ça qui est compliqué. Et si ça se trouve du coup, un Joel Embiid qui met 70 points aujourd'hui, peut-être que et c'est formidable, 55 points en 2006, en 2007, ce qui rendait d'ailleurs les performances de Allen Iverson, et on reparlera d'efficiency après par la suite, ou de Tracy McGrady, assez extraordinaire tout à fait. Claquait des gros scoring et tout. Mais tout ça pour dire aussi que quand même 81 points, si on fait bien les mathématiques, c'est 19 points de moins que 100 points. Même avec des paniers à 3 points, c'est 6 tirs quand même. Ah oui. C'est minimum 6 tirs de plus rentrés qu'il aurait fallu à Kobe, minimum parce qu'il y a les 3 points, qu'il aurait fallu à Kobe pour aller chercher. Qu'est-ce que je dis? 7? Parce que 6 x 3, 18, il y serait pas. 7. C'est minimum 7 tirs. Ça lancé et tout. Ouais, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, donc
Ok, il y avait plus de possessions à l'époque, Kobe avait moins de possessions, il aurait fallu qu'il prenne un paquet des possessions en plus et qu'il rentre les tirs pour aller chercher les 100 points. C'est ça qui rend le record de Wilt complètement dingue, c'est que 100 points en fait, bon déjà l'autre sur sa petite feuille blanche il a 3 chiffres, j'aime bien tous les mecs qui sortent la feuille blanche, 70, 71, 73, machin, ça me fait rire et ils ont raison parce que ça marque le truc, mais faut capter, quand Luka Doncic met 73 points, il est à 27 points de Wilt. C'est 9 tirs à 3 points. C'est une très très grosse soirée. C'est une très grosse soirée pour n'importe quel joueur. Quand tu mets 9 tirs à 3 points dans un match, tu sais que déjà t'as fait un gros match. Bien en sûr. général. N'importe qui met 27 points, de toute façon, c'est un gros match. Tout à fait. Non, mais c'est ce qui rend d'ailleurs ce débat assez intéressant et on va aller encore plus loin. À moins que tu aies d'autres choses sur le contexte, on peut être sur les tentatives de réponse si tu le souhaites. Non, je pense qu'on est pas mal sur le contexte. J'avais un autre petit je t'en prie, vas-y. contexte à mettre. C'était à propos de James Harden. Oula, tu vas en énerver 2-3 là. Non mais je veux bien l'avis des gens. James Harden va bientôt dépasser Ray Allen au nombre de 3 points rentrés. Oui. Pas au pourcentage ni à l'efficacité, à 3 points en tout cas. Là pour le coup, moi je voyais déjà des gens qui commençaient à en parler là sur des réseaux sociaux et tout. Des réseaux sociaux comme par exemple Twitter où on se parle toujours très bien. Ça, qui disait tout de suite qu'il était alors oui mais c'est dégueulasse parce que Harden il en prend 9 par match ou je sais pas combien et Ray Allen lui il était plutôt dans des moyennes de 3, 4, 5 par match. Et bien justement il faut se servir de ça, de ce genre d'appréciation statistique pour pondérer, mettre de la pertinence dans une éventuelle comparaison et bien se rendre compte du putain d'exploit que sont les performances en termes de longévité de Reggie Miller ou de Ray Allen qui, avec des volumes de tirs à 3 points bien moins élevés qu'aujourd'hui, ont réussi à t'en mettre, bon c'est 2900, presque 3000 Ray Allen. Ray Allen c'est presque 3000 et pour Reggie c'est 2005. Ouais, voilà. Alors ils se sont fait dépasser, bon là c'est même plus dépassé par Steph Curry, ils vont probablement se faire dépasser par Harden, Trae Young, je pense que Lillard, je pense que Doncic, il est encore loin évidemment, il faut de la longévité, mais enfin ils sont sur des rythmes de fous furieux, mais il faut effectivement avoir ça en tête, c'est un bon exemple je trouve de comparaison des époques, c'est que oui t'as un record qui va être battu. Il ne s'agit pas de minimiser ce qu'est en train de faire James Harden, pas du tout. Mais par contre, il ne faut pas se tromper sur la qualité de la performance d'un Ray Allen. Oui, il ne faut pas minimiser tout à fait. Et quand tu feras un classement des shooters, eh ben je continuerai, en tout cas pour l'instant, à mettre Ray Allen bien loin devant James Harden. Évidemment. Non mais ça, je pense qu'après, c'est tout un travail qui est fait très précis. Tu vas voir. On se donne rendez-vous dans quelques années, tu vas voir comment les gens vont faire. Attends, Harden, il a 3403 points en carrière, mon gars. Il a 3403 points en carrière, tu te rends compte ? Non, mais bien sûr. Mais on fera les types qui sont justement en partie chez First Take, chez ESPN, etc. Moi, j'y pensais même, on fera ce travail de comparaison en reprécisant bien comment ça se passait à l'époque. J'ai même envie de te dire, moi j'y pensais avant que tu débarques là, même dans le simple contexte qui est le nôtre, par exemple, de médias. Alors tu vas me dire, attends, mais vers quoi il m'embarque ? Quand tu vois, par exemple, nous, la chance qu'on a de faire le travail qu'on fait. Il y a des gens qui vont revoir par exemple du match commenté à l'époque par Georges Eddy et Eric Bénard et qui vont se dire mais attends aujourd'hui comment ça, si on voyait des matchs on pourrait dire regarde la défense de zone, regarde les machins et les trucs. Nous serions pas là s'il n'y avait pas eu le taf des Georges Eddy, des Eric Bénard, des Xavier Vaution, des Jacques Monclar, etc. Et donc il ne faut pas non plus décrédibiliser quel que soit le terrain, ce qui a été fait avant, parce que ce qui a lieu aujourd'hui ne peut pas avoir lieu sans ce qui a été fait avant, et donc du coup moi je me disais... Ça c'est un peu ce que dit Bob Cousy et ce que disent d'ailleurs Jerry West, et toi et en moi, réponse à Reddick. Tout à fait, et donc toi et moi, et dans cette émission, et c'est comme ça, et moi j'ai pas de problème avec, mais toi et moi dans 20 ans, on va passer pour des ploucs, bien sûr. Pour des gens qui vont dire mais attends, et tout à normal. Fait ils faisaient des 50 minutes à se poser des grandes questions alors qu'aujourd'hui tu peux avoir un casque VR avec 3 onglets ouverts. J'ai demandé à ChatGPT, franchement c'est bon, je l'ai ma vidéo. C'est fait, je l'ai la réponse quand on compare les époques. Non mais tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça sur n'importe quel milieu et ça mènera à la transition par rapport à la grosse tentative de réponse, c'est que oui, je trouve l'exemple que tu sors de James Harden et Ray Allen et Reggie Miller très très bon. À voir ensuite qu'est-ce qu'on prend entre les totaux et les moyennes. Et c'est là aussi qu'on voit... Les moyennes et les pourcentages de réussite quand tu parles de shoot. Mais ça peut être du scoring pur, c'est-à-dire que même en termes de... On le voit là, il y a des gars qui ont des longévités extraordinaires qui arrivent, là, les Kevin Durant, qu'on voit, les LeBron et tout, formidable. Tu as parlé du fait que c'était beaucoup plus dur à l'époque parce que les conditions de travail étaient différentes, parce que les conditions de déplacement et de jeu étaient différentes. Mais... Est-ce qu'on va continuer à prendre les totaux ? Oui. Jerry West, il avait joué toute sa carrière avec une ligne à 3 points. Il en aurait mis combien ?
Exactement. Parce que dis donc. Et si t'avais des jets privés pour des Bernard King et pour d'autres gars comme ça, peut-être que ce serait un des 15 meilleurs joueurs de tous les temps, tu vois. Donc, et la médecine aurait été extraordinaire parce qu'elle aurait pu sauver bien des tendons d'Achille et des gars comme ça. Donc, quand je vois parfois des gens qui disent Jordan, dans l'époque actuelle, avec la pace actuelle et l'impossibilité de hand-check le défenseur, des gens disent mais Jordan serait 40, 45 points par match. Peut-être, mais il serait doublé. Donc ça dépendrait aussi de la qualité de shoot de ses coéquipiers. Tout à fait. Ça serait de la tactique. Donc je pense que Jordan, tu le mets dans n'importe quelle ère, il domine. C'est la greatness. Ça va. Je pense qu'il domine. Bien sûr, monsieur. Et il domine, comme tous les grands joueurs d'ailleurs, en s'adaptant au contexte, aux règles, aux possibilités de défense, d'attaque de son époque. On est tout à fait d'accord. Et si on faisait, c'est déjà bien aventuré, une grosse tentative de réponse. Hop. Grosse tentative de réponse. La question est simple. Comment comparer les époques? On vient de balancer quelques petits éléments à droite à gauche. Juste avant de te lancer, Alex, je remonte quelques éléments statistiques qu'on voulait présenter notamment aux gens qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit en replay ou évidemment aux quatre coins du monde. Là, je vous le mets sous les yeux. Tu en parlais tout à l'heure. Le nombre de tirs à 3 points, par exemple. C'est un très bon exemple de l'évolution. On a fait déjà des vidéos sur la main chaude, sur la scoring efficiency, etc. Sur high test versus statistique aussi, sur les défenses. On le voit, les règles ont changé. Et donc, sur le pur aspect du tir à 3 points tenté. C'est marrant, j'avais pas vu. Il y a un petit repart vers le bas là, cette année. J'avais même pas fait gaffe, tu vois, cette année. J'avais pas encore trop fait les stats. Un petit peu. Non, c'est la 22-23. Mais c'est la 22-23 qui arrive. Donc l'année dernière, j'avais pas fait gaffe. C'était l'année dernière. Et puis aussi parce que tu as évidemment des ligues à tendance, donc tu as des très très grandes tendances de c'est maintenant, il faut prendre des shoots à 3 points, etc. Et puis tu as aussi des gens qui débarquent et qui disent est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié l'efficacité du tir à mi-distance et à quel point il peut faire du mal. Donc il y a ça aussi qui a pas mal changé. Quand tu vas jouer Kawhi Leonard ou Kevin Durant ou des gars comme ça, c'est vrai que tu te dis tiens, le mi-distance. Tout à fait, ce serait bien un peu d'y retravailler. Je vous remets évidemment ici la pace, comme ça vous avez tous les éléments. Alex en parlait tout à l'heure, de voir des performances qui sont faites dans les années 2000, c'est quand même particulier parce qu'on avait une pace qui était très très lente et donc tu te rends compte qu'il était presque à 110 à l'époque dans les années 70, 110 possessions par match. Si vous voulez voir les finales 2003 entre les Spurs et les Nets, allez-y, mais posez un day off le lendemain. Faut pas faire ça. Eh oui, mais c'est du basket. Non, mais je déconne. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on en fait une blague, mais moi, en même temps. C'est parce que moi, c'est titre perso, c'est pas mon basket, ça me fait moins marrer. Alors, mais j'appréciais quand même à l'époque. Mais c'est vachement intéressant ta réaction parce que du coup, tu vois, c'est celle-là qu'on a en rigolant tout de suite à chaud et en même temps. Ne pas non plus décrédibiliser à l'époque ce que fait un Tim Duncan ou ce que font des Rachid Wallace et des Kevin Garnett parce qu'à l'époque tourner en 20 points 10 rebonds et 5 passes exactement tourner en 20 points et 10 rebonds aujourd'hui une journée de plus au boulot pour beaucoup de gens. À l'époque en fait si tu regardes comment ça se passait c'était peut-être un peu plus un 30 points 15 rebonds quoi. Tout de suite si tu as 10 possessions de moins par match il y a tout de suite beaucoup moins de rebonds. Il y a 10% de moins de rebonds en gros à prendre à l'époque qu'aujourd'hui. C'est beaucoup, hein. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu le mentionnais aussi tout à l'heure par rapport aux points et aux 3 points. Il y a des choses sur lesquelles des joueurs anciens vont se faire tabasser, type Reggie Miller là, par tous les nouveaux, donc les Trae Young de NHL. Il y a aussi d'autres secteurs où c'est différent, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression de prendre comme ça pour acquis des Rudy Gobert, des Domantas Sabonis et tout qui sont à 13-14 rebonds de moyenne. Parce que numériquement, on se dit tu es très loin des 24 ou 25 rebonds de moyenne des Wilt ou des Bill Russell. Mais qu'est-ce que ça donnait aussi à l'époque? Parce qu'il y en a qui, du coup, par la NBA actuelle, permettent d'exploser les anciens. Mais il y a aussi des catégories statistiques où tu ne peux pas aller chercher les anciens. Tu peux pas. Plusieurs, par exemple, tu vois, je vais te faire un exemple de début de réponse. À l'époque, comme il y avait beaucoup moins de tirs lointains, il n'y a pas de ligne à 3 points, beaucoup moins de tirs lointains, on sait que les tirs lointains, les rebonds sont un peu plus longs. C'est statistique, tu le vois quand tu regardes des matchs aussi. C'est pas que des stats, tu le vois aussi. Plus il y a de tirs lointains, moins ça avantage les grands qui jouent plus sous le cercle, parce que c'est comme ça qu'on s'est mis à de plus en plus avoir des guards, voire des ailiers qui prennent 4, 5, 6 rebonds. Alors, tu as des mecs à la Westbrook qui viennent à la bataille avec les grands prendre des rebonds, ça, mais la plupart des guards qui prennent, et il faut les prendre, les 4, 5, 6 rebonds là, c'est souvent des rebonds en dehors de la raquette en fait. Des rebonds qui viennent gratter, des rebonds qui un peu viennent à eux, où il y a peut-être une bataille avec leur adversaire direct du soir, mais c'est pas du tout le même type de rebond. Et donc, à l'époque des Wilt Chamberlain, des Bill Russell, je pense que c'était beaucoup plus une bataille de gros sous les cercles, le rebond. Alors qu'aujourd'hui, c'est une question de placement, de bien faire tes écrans de retard, et aussi une bataille de gros sous les cercles. De temps en temps, tu vois Domantas Sabonis, comment il va s'imposer au rebond offensif, ou Rudy, comment c'est très compliqué de prendre
d'un rebond offensif quand tu joues contre Rudy, parce que c'est vraiment, il patrouille vraiment sous son cercle. Il n'est pas le seul. Embiid est très très fort aussi au rebond défensif. Et tout ce genre de Jokic aussi. Enfin, tu vois, ce genre Drummond est historique en sa génération. Voilà, Drummond, rebond offensif aussi incroyable. Monstrueux, bien sûr. Mais donc, c'est aussi une question de quels sont les types de rebonds que tu as à prendre. Et après, dans toutes les époques, quels que soient les styles, on voit des types qui dominent au rebond. C'est-à-dire qu'on s'est toujours extasié. Dennis Rodman, pas si grand que ça, costaud, mais pas si grand que ça. Et le mec qui jouait 3, il jouait 4 ou il jouait petit 5 après à la fin avec les Bulls, ça change rien. Il prenait des rebonds à ne plus quoi savoir en faire. Et puis il y a un côté au sol, il y a un côté énergie. Le rebond, c'est technique, faut savoir où se placer et tout machin, mais c'est aussi honnêtement. T'as la dalle ou j'ai la dalle? Exactement. C'est aussi beaucoup une question d'envie. On en voit des équipes, parfois on regarde des matchs, là on est là, on fait putain, mais tu m'étonnes qu'ils ont 15 rebonds de retard et regarde les autres les prendre. Bien sûr, non, c'est clair. Maintenant, par rapport à donc la grosse question au global. Donc, comment comparer les époques? Nous, Alex, moi je te lance là-dessus. Vas-y. Il y a un moment où on s'est retrouvé devant le projet de faire du top 100 all-time, par exemple. Ouais. Et vous avez été nombreux à participer à l'aventure. Et on s'arrachait les cheveux qui nous restaient pour essayer justement de comprendre comment est-ce qu'on allait se débrouiller pour comparer les époques. C'est-à-dire que nous, il fallait qu'on soit quand même un petit peu accordés. Il fallait que nos violons soient un peu accordés pour qu'on ne se retrouve pas sur des trucs totalement différents. Comment est-ce que tu avais procédé à l'époque, parce que c'est pas encore récemment, et comment est-ce que tu procèdes aujourd'hui pour comparer les époques? Ton approche un petit peu step by step, et moi je vais contribuer après avec ma manière de faire, mais comment est-ce que tu fais pour essayer de comparer les époques? Quels sont tes premiers réflexes? Déjà, le premier, c'est, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai toujours tendance à essayer de prendre déjà les critères. Il y a quelques critères qui marchent quelle que soit l'époque. Comme t'as dominé ou pas ta génération? Oui. Voilà. Ça marche. Tu peux le faire indépendamment de toute considération ou statistique ou machin. T'as dominé ou pas ton époque, individuellement ou collectivement, ou les deux, déjà. Donc, déjà, des grands critères. Les mecs qui ont les deux critères, c'est-à-dire j'ai dominé individuellement et j'étais dans une équipe qui gagnait, déjà, ça, c'est une première catégorie de gars. Cadeau. Je sais que je vais les mettre un peu haut. Tout à fait. Dans mon top 100. Ensuite, je vais me débrouiller pour être à l'intérieur. Ensuite, quand j'ai des gars avec des profils qui ont l'air similaires, profils statistiques, de poste et tout, qui ont l'air un peu similaires, avec plus ou moins des récompenses individuelles. Genre, mettons, les gars, ils n'ont pas de récompense collective parce que voilà, de toute façon, tu fais un classement, c'est un top 100. Donc de classement de joueurs individuels, mais tu es quand même bien obligé, vu qu'on est dans un sport collectif, de faire rentrer un peu les récompenses collectives. C'est-à-dire qu'un mec qui a jamais eu de titre, j'ai du mal à le foutre dans mon top 10 de mon top 100. Tu savais pas où... Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir du mal parce que... Tu savais pas où foutre Dominique Wilkins versus Vince Carter. Voilà. Il y a un moment donné où... le côté gagner des titres en équipe, c'est aussi la preuve que tu as su faire ce qu'il faut pour tirer tes coéquipiers vers le haut. C'est que il y a d'autres qualités qui viennent et qui sont importantes. Mais pour en revenir aux comparaisons, j'essaie de tenir compte des évolutions. C'est-à-dire que je vais toujours avoir tendance à favoriser le scoring d'un mec comme Jerry West qui foutait des scorings monumentaux. Alors oui, dans des paces beaucoup plus élevés que les années 90-2000, mais sans ligne à 3 points. Donc ça je vais avoir tendance à le valoriser. Je vais avoir tendance aussi à valoriser certains intérieurs qui ont joué dans des époques très demi-terrain où il y avait 2 gros intérieurs baobab dans la raquette à tous les matchs. C'est pas pour dévaloriser les performances des intérieurs d'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais avoir plus de mal je vais écrémer beaucoup plus les intérieurs aujourd'hui que je suis capable de mettre dans mon top 100 par rapport aux années 90 par exemple, tu vois, ou aux années 80. Tu vois, ce genre de choses. Parce que j'estime que c'était pas le même combat. Donc en gros, c'est tenir compte des évolutions, essayer de pondérer au maximum les statistiques par rapport à ce qui se passe en termes de pace et par rapport aux règles. Ça te fait déjà 2 grands critères qui, à mon avis, te permettent déjà de commencer à poser des bases de comparaison entre époques. J'ai un peu de ça. Je t'avoue que j'ajoute aussi, même si parfois ça peut être un exercice qui frustre les gens, mais moi je l'aime beaucoup, c'est écouter
en enlevant nos filtres, écouter ceux qui parlent des joueurs de leur époque. Parce que nous, aujourd'hui, on parle en disant, enfin, je veux dire, on va passer pour des abrutis monumentaux quand on va parler de Victor Wembanyama dans 50 ans. Je préfère le dire. Tous, Possible. on va être là genre en mode « Ouah, mais le gars, c'était un alien, il contrait les mecs sans sauter, c'était un truc de fou. » Du coup, vu qu'on n'a pas pu connaître... Moi, par exemple, j'ai pas pu connaître évidemment Larry Bird, Magic Johnson, j'ai pas pu connaître d'autres gars de leur époque. J'ai besoin aussi de multiplier les témoignages des joueurs de l'époque et voir comment est-ce qu'ils parlent d'un joueur, parce que du coup, si tout le monde s'accorde à dire écoutez, oui, on n'a peut-être pas de preuves, mais par contre, ça fait quand même 150 personnes qui disent que ce mec, il détruisait des gueules, peut-être qu'il s'avère qu'il détruisait des gueules. Ouais. Et donc là-dessus, il y a une sorte de commun accord aussi qui dépasse le cadre purement statistique de juste des chiffres et des règles. C'est voir aussi par rapport à l'époque. Essayer de te plonger dans les contextes de chaque époque. Exactement. Et ça, j'essaie de le faire beaucoup. Dans parce 20 ans, ça se trouve, il y a des mecs qui me diront Joel Embiid. Bah les gars, Mais non, mais il était tout le temps blessé, il a jamais rien gagné. Le mec, il Il était flopait MVP toutes les une 2 fois, ça aurait secondes. dû être Jokic. T'as vu la compilation de tous les flops qu'il Non, a mais- fait? Faut faire gaffe. Mais bien sûr. J'espère qu'on sera là et que vous aussi vous serez là pour dire oh. Non, bien sûr. Non, moi, je prends ça pas mal en considération. Je prends aussi beaucoup en compte. Il y a les règles et il y a la règle. C'est-à-dire à la fois les règles de comment le basket devait être joué selon les règles des arbitres, et aussi la règle de pour gagner à l'époque, c'est ça qu'il faut faire. Parce que tu parlais tout à fait, et je suis d'accord, de tes champions, voilà ce que tu as réussi à faire, mais la recette de 1980 n'est pas la même que la recette de 2010. Mais il y a des Mais il y a éléments des éléments. qui sont communs à tous Toute époque. les grands franchise players qui ont gagné. Bien sûr, mais quand Leadership, quand tu vois que... Oui, bien sûr. Clutch. ça marche dans toutes les époques. Hein. Bien être sûr. un leader, être clutch, être régulier, être là dans les moments où il faut être là, tu Oui. vois, ce genre de choses. Ça marche tout le temps. Tout à fait. Et après, à titre perso, je vais clairement séparer, dans le cadre de la domination pure, les joueurs par époque dans ce qu'ils étaient capables de faire athlétiquement. C'est-à-dire que oui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des athlètes à l'époque, si tu leur donnais des meilleurs produits, des meilleurs pompes, bien ça sûr. serait bien. Mais juste, désolé, je crois qu'il y avait moins de probabilité de croiser des Ja Morant et des Russell oui. Westbrook en 1960 qu'en 2010. Bien sûr. Ça t'empêche pas de Même croiser des Kevin Durant. Tout à fait, ça t'empêche pas de croiser des Porzingis et des Wemby et des gars, parce qu'il y avait des gars tentaculaires à toutes les époques, il y a toujours eu des freaks, mais j'essaie d'éviter ça parce que du coup, si on rentre là-dedans, il est évident que LaMelo Ball froisse Dennis Johnson. Peut-être. Non mais je veux dire, si tu prends aujourd'hui les deux Oui. et tu les mets sur un terrain là, Non, oui. c'est ça qu'il faut éviter selon moi le plus possible. Normal, James Johnson, il doit avoir quoi, 60 ans? C'est sûr que la Melo Ball doit le froisser, là. C'est un peu compliqué, mais Dennis Johnson est RIP, pardon, excuse-moi, Dennis Et Johnson, oui, il aurait meneur de quoi? Il Boston. aurait 60 ans. Il aurait ouais, mais 65 un peu plus, peut-être même. un peu plus. Mais j'essaye d'éviter de dire ah bah tiens, tu mets Paul George versus Larry Bird aujourd'hui, même Prime Larry Bird, etc. Parce que oui, les athlètes aussi évoluent, le jeu est différent, donc j'écarte au maximum, je reste dans l'époque. De toute façon, c'est pas un classement de 1 contre 1, là, notre truc. Non, mais il y a des gens qui tombent là-dedans. Ouais, mais non. Et justement. Bah, vu qu'on parle de comment comparer les époques, tu ne peux pas comparer moi- les joueurs en 1 contre 1 in fine. Tu peux pas. Il y a des gens qui s'amusent à faire le LeBron versus Jordan, je suis désolé. Tu peux pas le faire en 1 contre 1, voilà comment ça Non. se passe. Et encore, c'est pas le pire dans le sens Ah, où c'est- ils sont pas si éloignés que ça en Éloigné, termes tout à fait, d'époque. Tout à fait. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu fais pas Donovan Mitchell versus versus Bob Cousy, comme on le disait. Walt Frazier. Versus Walt Frazier. Parce que Ou si alors tu tu fais ça, donnes les chaussures de Walt Frazier à Donovan Mitchell, les ballons de l'époque, les moyens d'entraînement de l'époque pendant des mois, et on regarde après. et On je regarde. alors j'entends, mais je crois que je prendrais même pas ça en considération parce que Donovan Mitchell est aussi le fruit Oui, bien sûr. de ce qui s'est passé précédemment Non, en mais fait. c'est sûr. Donc Walt Frazier est devenu Walt Frazier alors qu'il n'avait pas forcément YouTube, alors qu'il n'avait pas forcément le gym forcément. qui était ouvert, il n'y avait pas le jet privé et les pompes étaient dégueulasses et les ballons étaient forcément moins bons. Donc le cadre est totalement différent. Voilà. Donc évolution, tenir compte de l'évolution, tenir compte du cadre, trouver des moyens. La plupart du temps, c'est possible. Trouver des moyens de pondérer un peu l'aspect statistique et trouver les angles communs à toutes les générations qui permettent du coup de comparer le leadership, la clutchitude. Il y a quelques trucs comme ça qui permettent la domination physique. Oui. La domination physique ou la domination technique ou la domination tactique, Mhm. quand tu compares par exemple les coachs, eh ben oui,
Si tu compares, parce qu'on parle que de joueurs, mais il faut comparer aussi. On compare parfois les équipes. On avait fait même des trucs comme ça de comparaison d'équipes, à comparer des campagnes de play-off et tout machin. Bah ouais, il y a quand même des points d'entrée qui sont communs que tu peux comparer de manière assez brute, on va dire. Et après, il y en a d'autres effectivement où faut travailler, faut pondérer donc sur l'évolution des moyens, sur les statistiques, sur comme tu as dit, sur le côté contexte global de ce qui se passe à l'époque. J'ai une question à te poser et je vais la poser à tout le monde. Donc c'est un peu la question bâtarde, mais je suis obligé de la poser. Quand tu prends tout en considération, attaque, défense, stratégie, rythme, load management, patati-patata, est-ce que, en prenant justement chaque décennie de manière isolée, est-ce que ça jouait mieux avant ? Non. Non. Je pense pas que ça a joué mieux. Non. Déjà, il y a des époques, ça jouait beaucoup trop différemment pour pouvoir dire quelle époque jouait le mieux. Ensuite, je pense quand même, je pense quand même que quoi qu'on veuille en dire, et même si moi, c'est vrai que j'ai kiffé le basket des années 80 que j'ai pas vu en direct, 90, 2000 j'ai pas trop aimé, 90 j'ai bien kiffé, et maintenant je trouve que dans l'époque actuelle, il y a des fois où je kiffe, mais il y a des fois où c'est vrai que c'est un peu trop All-Star Game pour moi, c'est vrai. Je pense quand même que la densité d'athlètes techniques, c'est-à-dire des types qui ont les deux, on n'a jamais eu un basket aussi est technique. supérieure à n'importe quelle autre époque. Ça, je suis d'accord. Donc, est-ce que ça a joué mieux ? Bah déjà individuellement, je pense que quand tu vois maintenant n'importe quel 7-footer qui est capable de poser la balle, de shooter, de passer, de machin, bah ces mecs-là, ça n'existait pas trop. Il y a encore pas si longtemps que ça, je veux dire, l'époque des années 90, là, où on avait, t'avais Hakeem Olajuwon qui savait faire beaucoup de choses, d'accord ? T'avais Pat Ewing qui est à l'intérieur très fort, David Robinson, mais finalement, il y avait assez peu d'intérieurs qui savaient shooter. Il y avait quelques-uns, tu vois. Il y avait assez peu d'intérieurs qui posaient la balle au sol. Oui. La plupart étaient moins mobiles et souvent, on avait des 4, pas dans toutes les équipes, mais on avait beaucoup de postes 4, costauds, athlétiques, des mecs qui seraient des pivots aujourd'hui. Et des mecs à qui on dirait, gars, si tu te mets pas à shooter à 3 points, par contre, ta place, ça va être en spot numéro 10, au bout du banc. T'es d'accord ? Oui. Donc, est-ce que ça jouait mieux avant ? Non. Pas pour moi, et alors certainement pas individuellement. Après, collectivement, en termes de style de jeu des équipes, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que c'est pas plus une question de goût que de constat objectif ? Dans le sens où moi, quand j'ai des mecs, non, moi je préfère demi-terrain, quand ça joue plus serré, mais les spacing un peu. Moi j'aime bien quand il y a un bon spacing et j'aime bien le jeu de transition. Oui. Bon, c'est pas pour ça que je suis pas capable d'apprécier le basketball des Knicks des années 90, tu vois, par exemple. Tout à fait. En fait, là où je te posais la question et où je te suis, c'est qu'en fait, là où je la trouve intéressante, c'est que je crois qu'on s'accorde tous à dire que techniquement, jamais le basket a été aussi fort. Même athlétiquement, je pense. Tout à fait. Mais en tout cas, techniquement, c'est incroyable. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand tu écoutes les défenseurs élites parler, ils disent franchement, aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête horrible. Parce que là, tu as des mecs maintenant qui sont en train de casser toutes les règles possibles imaginables. Par contre, c'est très perso. Mais par rapport à cet exemple que tu sors un peu de All-Star Game ou parfois de défense un peu au lait, quand même, c'est réel. Je vais avoir, mais c'est très personnel, une appréciation supérieure, c'est moi, pour des grandes performances offensives qui ont été faites dans les années 90 et dans les années 2000 qu'aujourd'hui où en fait tu te lèves le matin, il y a un triple-double, il y a 50 points, il y a machin, il y a bidule, il y a chouette qui a mis 40 points, l'autre qui a mis 10 tirs à 3 points. Le standard n'est plus le même. Le standard n'est plus le même et donc du coup je trouve que collectivement je pense qu'on a un petit peu perdu. Je trouve qu'il y a eu des équipes phénoménales. On a eu l'occasion de voir peut-être la meilleure équipe de tous les temps, une des meilleures équipes de tous les temps avec les Warriors de KD et Steph. Tu peux l'aligner avec n'importe quelle équipe dans l'histoire du basketball. C'est très très violent. Mais je trouve que le niveau de difficulté était plus élevé dans les époques précédentes et que la NBA nous l'a prouvé, on en a parlé dans plein d'émissions. Le niveau de difficulté pour défendre ? Le niveau de difficulté pour scorer sur des meilleures défenses. Ah oui, d'accord. Oui, okay. Et donc du coup, je trouve que la NBA a fait un très gros travail mercantile, notamment pour favoriser le scoring et pour permettre ces grandes performances. Et je trouve que collectivement, du coup, on y a un petit peu perdu. Preuve étant, parmi les matchs les plus intenses qu'on ait vécu, alors que pourtant c'est une soi-disant bouillie, on parle tout souvent de The Block, le Game 7 entre les Warriors et les Cavs. C'est un match de merde, c'est une guerre de tranchées.
Alors, c'est pas un match de merde. Voilà, C'est une guerre de tranchées. Et c'est sur cette réaction que tu vois que c'est intéressant, je trouve. Non mais de merde, je veux dire dans le sens les paniers rentrent pas, il y a beaucoup de stress. Et donc, est-ce que ça veut dire que le basket est moins bon, très tu années vois 90. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est un match qui est moins bon? Non, mais tu vois, c'est marrant, la réaction tout de suite, c'est de dire c'est un match de merde. C'était parce que c'est tellement intense qu'en fait les pourcentages ne sont pas là. Et puis des Game 7 qui sont pas des grands matchs, ces dernières années on en a vu pas mal. Notamment on a vu des blowouts, donc pour moi c'est la pire sanction du fan de basket, le blowout. Oui. Et on a vu aussi des matchs serrés parce que rien ne rentre et tout, donc c'est un contexte très particulier. Mais je me demande, tu vois, moi en tout cas je pose la question, moi j'avoue j'ai ma réponse, mais je demande si c'est plus appréciable d'avoir un 92-92 serré, détranché, que les espèces de 160, 145, etc. Où moi j'avoue que là-dessus, sur la question est-ce que c'était mieux avant, tu compares des matchs de régulière avec un Game 7 de finale NBA. Mais quel que soit le contexte, il y a des matchs de tout à fait, mais il y a des matchs de playoff, mais je peux te prendre même Jeux Olympiques. Un Team USA Espagne est un match qui est considéré comme un des plus beaux, la 2008. Ça rentre, hein. Ça rentre pas mal, tout à fait, mais c'est pas un niveau de jeu offensif de malade. Qui est extraordinaire, tout à fait, mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Une série de playoffs qu'il y a pu avoir entre Spurs et Mavs, tu sais, avec Dirk versus Duncan où ça partait dans tous les sens, ou même des batailles de tranchées qu'il y a pu avoir précédemment. J'avoue que je respecte un petit peu plus, peut-être que respecte, c'est considère, peut-être parce que respecte c'est pas le bon terme. Mais je vais considérer un petit peu plus ces performances-là parce que je trouve que c'est devenu un peu plus la foire. Mais on peut comparer. On a les éléments. On a tout ce qu'il faut en fait pour comparer. Oui. Parce que là, dans tout ce que tu viens de dire, on a les éléments de pace, de réussite à 3 points, des éléments de contexte. Parce que c'est vrai que si tu es sur un match de régulière d'un côté et un Game 7 de finale NBA de l'autre, clairement, hein, le stress n'est pas le même, les conditions mentales des joueurs ne sont pas les mêmes, les choix tactiques sont pas les mêmes parce que tu as déjà eu 6 matchs dans une série, donc tu as des ajustements dans tous les sens. Ça n'a rien à voir avec tu étais à Cleveland la veille et le lendemain tu es à New York pour jouer contre une équipe qui n'a rien à voir, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut considérer. C'est ça aussi qui fait que de temps en temps en régulière t'as des performances de fou furieux parce que 1, l'adversaire n'y est pas, 2, l'adversaire il jouait sans lui faire offense, il jouait j'en sais rien moi, Anthony Simons avec les Blazers et le lendemain il se tape Luka Doncic. Donc il est pas prêt, voilà, il s'est tapé un Portland Dallas. Le type est pas prêt, mentalement il est pas prêt, techniquement ça n'a rien à voir ce qu'on lui propose en face, et ça permet à un Luka Doncic par exemple, je donne pas des infos, enfin j'ai pas vérifié les adversaires de Luka Doncic, qu'est-ce qu'ils avaient joué la veille, s'ils avaient joué la veille il y a 2 jours, faudra regarder, mais c'est comme là la série de matchs à 30 points de Joel Embiid, il y a eu des soirs où c'était torché à la mi-temps, ou quasi. Il y a eu des soirs où il a forcé un peu pour y aller. D'ailleurs, bon, malheureusement, ça lui a peut-être pas porté chance. Toujours est-il que ça reste NBA un peu plus facile à jouer ou pas. Joel Embiid, le nombre de matchs à 30 points qu'il a enfilé là, avec Dirbo en plus, je crois, ça reste une perf hallucinante. Évidemment, il faut pas négrer. Mais moi, je préférais poser cette question-là parce que on est d'accord sur le postulat de base. Peut-on comparer les époques ? Oui. Comment les comparer ? Toi, tu as donné plein d'éléments là et moi, j'en ai ajouté quelques-uns sur comment on peut faire et comment on va préparer la suite. Parce que, encore une fois, faut s'y préparer. On va passer pour des ploucs pour des gens dans 20 ans. On est tous le plouc de quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Mais c'est ça le truc. C'est qu'en fait, JJ Redick à la base, faut pas qu'il oublie que c'est un plouc pour des mecs dans 10 ans qui vont le regarder et qui vont dire mais gros attends, JJ Redick, c'est qui ? Non mais attends, j'arrive de Basketball Référence, le gars il tournait à 12 points, il a raison de Jerry West. Kobe il était défendu par JJ Redick mec. C'était un plombier total. Donc je sais pas si t'avais d'autres éléments à ajouter sur ça. Je crois qu'on est pas mal. Je regarde si t'avais d'autres choses dans tes belles notes. Je mettrai les liens là de ce que t'as affiché à l'écran, on les mettra pour que les gens puissent aller lire. Ouais, parce qu'il y a notamment on peut finir par une petite note rigolote. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. On a retrouvé une petite histoire sur Basketball Network, c'est un bon petit site internet. C'est l'histoire du premier et seul plombier qui est devenu un joueur NBA. Ouais. Il s'appelait Normie Glick. Un vrai plombier, hein. Ouais, ça se lit bien. Allez lire ça, c'est assez marrant. Le mec était vraiment plombier et joueur NBA à la même époque. C'est la fin des années 40, début des années 50, si je dis pas de bêtises. Donc une toute autre époque, évidemment. Un plombier de 2m03. Ah oui, non, un beau bébé, un 6'7", 2m01, ouais. Non.
Tu en avais comme ça, et évidemment Il on mettait a 13 points par match. Hein. Ouais. Et on en a déjà parlé aussi, dédicace à JJ Redick, dans un gros livre orange, il y a des types qui faisaient même l'accordéon à la mi-temps. Oui. Donc on en a eu des belles et des pas mûres. Sur ce, bien évidemment, dites-nous vous ce que vous pensez de cette grosse question. Comment vous comparez les époques? Est-ce que vous le faites? Et quelles sont vos règles absolument intouchables? Nous, on vous attend dans les commentaires. N'hésitez pas à balancer vos suggestions de sujets. On se retrouvera lundi prochain pour d'autres petites nouvelles questions, nouveaux sujets. Exactement. Voilà. On va essayer de faire un combo, c'est à la fois se checker et après je vais faire end, comme ça marchera. Allez, ciao. À lundi prochain. Ciao. Des bisous. Ciao.